Les amis, bienvenue sur Investia. Avant de continuer, je vous rappelle quand même que vous pouvez rejoindre Crypto Recherche, qui est le groupe d'investissement que je gère avec Pôle Crypto Formation. C'est le premier groupe d'investissement crypto francophone. Toutes les semaines, on publie du contenu plus poussé autour de l'investissement. Mes meilleures datas, les plus deep, les plus complètes, je les garde pour Crypto Recherche. Perso, je publie une vidéo par semaine sur des suivis de narratifs, real world assets, d'épines, ou des analyses plus poussées d'altcoins. Vous avez aussi accès au portefeuille de l'équipe en temps réel, à des indicateurs de top de marché, à des trades, à des suivis de narratifs, à des vidéos de mise à jour en temps réel du marché crypto. Vous avez plein de trucs. C'est réservé à tous les investisseurs crypto qui veulent se former, qui veulent se développer dans ce marché et réussir leur bull run. Tout est dans la description. Vous avez 10% offert sur le premier mois avec Iril10 off. À savoir que quand vous prenez un mois, vous avez accès à tout le contenu qu'on a déjà créé sur le groupe depuis plus de 2 ans. Bon podcast à tous. Messieurs, dames, bonjour à tous. Bienvenue sur Investia. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 semaines. Oui, je sais. Voilà, attendez, je suis un peu haut. Ok, là on est mieux. Oui, il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 semaines. Je suis désolé de ça. C'est que j'étais un petit peu occupé ces 2 dernières semaines. On a fait un événement avec Crypto Recherche dimanche dernier. Non, dimanche il y a 2 semaines. Qui était un événement avec tous les membres, enfin une grande partie des membres de Crypto Recherche. On était 500 à Lyon, dans une grande salle, toute la journée, c'était incroyable. J'ai fait 2 conférences en short polo comme un gros touriste, mais apparemment ça vous a plu, l'ambiance était folle. Ceux qui étaient là, merci encore, c'était incroyable. Et du coup, j'étais pas mal concentré sur l'organisation de cet événement. J'ai pas pu spécialement vous sortir de podcast. Et ça m'a fait aussi du bien, parce que le marché était pas forcément extrêmement intéressant. Et bah, vu que les podcasts, c'est aussi des réflexions sur le marché, des écrits qui arrivent tous les jours, je m'empêche pas le fait de... Si jamais j'ai pas spécialement d'idées, si jamais j'ai pas spécialement grand chose à dire, de juste ne rien dire. Je pense que c'est quelque chose d'important. Comment vous allez ? Moi, ça va très bien. Je tourne ce podcast le mercredi 4 juin. Je viens de regarder la victoire de Loïs Boisson à Roland Garros, c'était fou. Quelle période, la période de Roland Garros ? Je vous le dis les mecs, Alcaraz gagne sur Roland Garros. Voilà. C'est tout. Je suis Team Alcaraz, je l'ai dit depuis le début, ça se passera comme ça, mais quel plaisir. C'est les meilleures périodes, on est au mois de juin, tout va bien, j'espère que vous allez bien, il se passe rien sur le marché, mais on a quand même pas mal de choses à dire, on a pas mal de choses à évoluer. Bienvenue sur Investia, je vous rappelle le concept du podcast. J'ai pas mal de petits écrits, de petites réflexions, de micro-sujets que je vous décortique dans un épisode à peu près d'une 30aine de minutes sur le marché, sur des trucs que j'écris tous les jours, pas forcément uniquement orienté investissement. Cette semaine en l'occurrence c'est orienté investissement, c'est orienté psychologie et c'est orienté... Vous verrez, ça va être assez sympa. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit que les épisodes sur un sujet unique, ça leur manquait. Ça reprendra. Je suis en train d'en tourner quelques-uns, donc vous aurez les 2, vous allez être très contents. L'été va être assez sympa. Ok, let's go, allons-y. Bon, le marché crypto et les marchés financiers sont pas forcément extrêmement intéressants ces derniers temps. On a eu un ATH dans le plus grand silence. Bon, le plus grand silence parce que forcément les altcoins n'ont pas eu énormément de mouvements. On est dans une période de post-trauma, les potes. Donc c'est normal que les marchés prennent leur temps pour voir un petit peu ce qu'il se passe. L'été peut être intéressant, l'été peut être chiant. Dans tous les cas, les marchés continuent d'avancer, les marchés continuent d'évoluer. On a eu un début d'année qui était dur, donc ça fait aussi du bien d'avoir des moments de calme. Premier sujet, le marché repo. Le reverse repo en assèchement. Vous avez une charte ici, si vous êtes en podcast audio, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Le marché des reverse repo est proche de zéro. Concrètement, dans le système à taux zéro qu'on a eu post-Covid, et même en 2017, 2018, etc., bah forcément, le crédit était extrêmement accessible. Les entités avaient beaucoup de cash excédentaire, les banques, les entreprises, etc. Et donc, au lieu de le laisser dormir, ce cash, elles faisaient quoi ? Bah, elles le prêtaient à la Fed, à la Banque centrale, contre du rendement. Ça leur permettait à eux de ne pas le laisser dormir, et la Fed, elle pouvait limiter la quantité disponible et donc l'inflation. C'est ce qu'on appelle le marché repo. C'est le marché des prêts à très court terme, le marché repo overnight.
où les banques vont se prêter de l'argent sur des toutes petites périodes de temps, et ça va permettre surtout à la banque centrale, par exemple, de contrôler la liquidité qu'elle veut laisser aller ou alors retirer du marché. Et donc on a le marché des repos et on a le marché des reverse repos. Et regardez cette charte, le marché des reverse repos a été très très haut entre 2021 et 2024. Le reverse repo, quand il monte, ça veut dire que la Fed retire des liquidités du marché. Et c'est exactement ce qu'on a vu post-Covid, où on a une énorme vague d'inflation, sa mère, à plus de 10-11%, parce que forcément on a injecté énormément de liquidités en 2020-2021, et donc à un moment, cette liquidité, il fallait la ressortir du marché. Donc la Banque centrale des États-Unis a énormément utilisé ce mécanisme de reverse repo, et aussi parce que les entreprises avaient du cash excédentaire, donc elles l'utilisaient, c'était bon pour tout le monde, mais on voit que la charte, elle ne fait que de descendre, et elle est proche de zéro dans cette période de 2025. Le reverse repo a drastiquement diminué, et le robinet de liquidité possible de ce côté-là n'existe plus. Dans le sens où les entreprises qui avaient du cash en excédent, qui le prêtaient à la Fed, ils savaient qu'ils avaient une sorte de coussin de cash qu'ils pouvaient utiliser si jamais ils voulaient le récupérer pour financer quoi que ce soit, pour avoir du cash. Sauf que, là, il n'y en a plus. Il y a de moins en moins de liquidité sur les marchés, et ça se matérialise par les taux du repo market. Les taux du repo market, c'est quoi ? C'est quel est le taux d'intérêt quand on veut utiliser ce mécanisme, c'est-à-dire emprunter de l'argent à quelqu'un en échange de bons du trésor. On voit que les taux du repo market ne font que d'augmenter. Le repo market, c'est le marché de financement à court terme entre les banques. Donc si les taux augmentent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de besoin de liquidité de la part de tout le monde. Le marché est en ce moment sous tension. On a aussi ce fameux mur de la dette qui arrive en fin d'année. On a un assèchement de liquidité en cours qui fait pas forcément plaisir. La liquidité et les collatéraux sont extrêmement importants à suivre dans ce marché qui est financé, qui est géré par la dette. Et la dette est extrêmement liée, on va le voir juste après dans ce podcast, à la liquidité. Et donc, le marché est sous tension, les institutions empruntent du cash contre du collatéral, souvent des bons du trésor, ça montre qu'on a un besoin de liquidité à court terme élevé. Donc ça montre potentiellement deux choses, soit que ce besoin de liquidité, il va être assouvi par la Fed, et que du coup en fin d'année on peut avoir une augmentation de la liquidité mondiale avec des mécanismes d'arrêt du quantitative tightening, peut-être de baisse des taux, de ce qu'on appelle du repo facility, c'est-à-dire qu'on va arriver et on va faciliter, on va ramener de la liquidité dans le marché repo pour baisser les taux. En tout cas, il y a un besoin clair de liquidité qui est un poil inquiétant. Deuxième sujet, qui n'a absolument rien à voir, et c'est ça qui est cool avec ce podcast, la dopamine. C'était le sujet de ma dernière conférence à ce fameux événement Crypto Recherche, la dopamine. Pourquoi la dopamine ? Vous savez que j'ai fait des études de pharmacie. Bon, j'étais pas forcément extrêmement assidu, mais j'ai toujours bien aimé les mécanismes physiologiques, les podcasts d'Andrew Huberman, tout ce qui touche au biohacking, aux hormones, etc. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui m'a toujours passionné, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on est juste des machines qui sont régies par des fluides dans notre corps, et c'est tout. Et le fait d'étudier le fonctionnement de ces fluides, de ces substances chimiques, nous fait comprendre pourquoi on réagit dans telle ou telle situation. Je vais vous expliquer. La dopamine, tout le monde pense que c'est l'hormone du plaisir. Ça y est, je regarde un film, oh je vais générer de la dopamine. Je mange un truc cool, oh je vais générer de la dopamine. Sauf que ça c'est faux. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. La dopamine, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Et en investissement, ça fait une différence colossale. Mais comment ça s'appelle l'anticipation du plaisir ? Réfléchissez, c'est quoi ? Il y a un mot que vous connaissez tous pour dire l'anticipation du plaisir. L'anticipation du plaisir, c'est la motivation. La dopamine est l'hormone de la motivation. Et en investissement, la différence, elle est absolument colossale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la préhistoire, le cerveau, il envoie au corps des messages comme quoi il faut survivre. Ok, comment on survit ? On survit en chassant, en tuant des trucs ou en cueillant de la bouffe pour manger, parce qu'on survit en mangeant. Donc, le cerveau, il est très bien fait. Il veut envoyer des messages de survie.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer de la dopamine quand on mange? Oui. Oui, parce que c'est cool de manger, il va faire comprendre que, ok, manger c'est bien, ouais, tu passes un bon moment, ok. Mais il va surtout envoyer de la dopamine, pas quand on mange, quand on a faim. Quand on a faim et qu'on sent une odeur, qu'on voit un gibier, c'est pour ça qu'on salive par exemple quand on sait qu'on va aller au resto et que ça sent trop bon la pizzeria là, c'est fou. Parce que on génère de la dopamine dans l'anticipation de quelque chose de cool. On a faim, le cerveau nous fait générer de la dopamine, on va être motivé à chasser, parce que chasser égale survie, et du coup on va se motiver à chasser. Et on a fait une expérience par exemple sur des rats, on leur a retiré la dopamine, ils ont arrêté de se nourrir, parce qu'ils n'avaient aucune motivation. Donc la dopamine est addictive, la dopamine est l'anticipation d'un plaisir, c'est l'hormone de la motivation, et on est dans un monde de surstimulation. D'accord? On a TikTok, on a Insta, on a Uber Eats, on a de la gratification immédiate. Et est-ce que vous croyez qu'en investissement, ça fait une différence, pardon? Bah bien sûr que oui. Parce que la dopamine en investissement, ça va avoir un impact colossal. La dopamine nous force à chercher du rendement rapide, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est en recherche permanente de gratification immédiate. Quand on regarde un TikTok, c'est de la stimulation, oh waouh, incroyable, j'ai eu des pics de dopamine, c'est comme ça qu'on arrive à retenir notre attention. Sauf qu'on est dans un monde où tout le monde veut s'arracher notre attention, tout le monde veut nous susciter ces pics de dopamine permanents. Donc en investissement, on va être habitué à du rendement rapide parce que dans la vie, on a été habitué à ce que tout ce qu'on fait ait une gratification immédiate. Et donc la dopamine en investissement est problématique parce qu'on va investir sur beaucoup moins longtemps. On va avoir du mal à investir à long terme. C'est pour ça que Warren Buffett, par exemple, si vous regardez, le mec, il est... je sais plus où il habite Warren Buffett, mais il habite genre dans la campagne, dans une maison reculée, il n'a pas les réseaux sociaux, il fait attention, je sais pas si c'est en le voulant ou non, mais il fait attention à sa consommation de dopamine. Et est-ce que vous croyez que si jamais on donne à Warren Buffett des TikTok et qu'il regarde 250 TikTok par jour, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Bah, il va être habitué à la gratification immédiate. Est-ce qu'il va réussir à investir sur 20, sur 30, sur 50 ans? Bah pas sûr. Et les 250 TikTok par jour, ça sort pas de moi. C'est juste que la moyenne du temps que les gens passent sur TikTok, peu importe l'âge, peu importe où ils sont dans le monde, c'est 2 heures par jour. C'est terrifiant. Ça fait 250 TikTok. Donc la dopamine nous force à chercher du rendement rapide, la dopamine nous empêche de prendre des profits, parce que la dopamine c'est l'hormone de l'anticipation, donc j'anticipe que ça va encore monter, donc je vais pas vendre, parce que je vais avoir motivation de rien du tout. La dopamine elle nous oblige à prendre du risque, parce qu'on anticipe un gros multiple. Quand je prends un trade par exemple, ça fait ça. Je prends un trade, waouh, j'anticipe le fait que je vais peut-être faire un x10. Je l'ai pas fait, mais j'ai généré quelque chose dans mon corps qui me fait me sentir bien. Et c'est un leurre. C'est pour ça que c'est très tricky. La dopamine nous fait FOMO, la dopamine nous fait suivre le marché H24 et elle nous fait réagir à la moindre news. Et ça, c'est fou. Et pour finir sur la dopamine, j'ai fait une réflexion qui est un peu plus deep, mais que je trouve passionnante. Ça n'a pas trop de rapport avec l'investissement, mais je voulais vous en parler quand même. En gros, la dopamine, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Donc c'est l'hormone qu'on peut appeler l'hormone du plaisir futur. Ok ? Je sais que je vais aller au resto ce soir, génère de la dopamine parce que j'ai faim et je vais manger un truc cool. Plaisir dans le futur. Sauf que ça existe, les hormones du plaisir, mais dans le présent. Ça s'appelle la sérotonine, c'est les endorphines. Quand on allait courir, après on se sent bien. Quand on mange un truc, on a aussi ça, on se sent bien. Quand on voit des gens qu'on aime, on se sent bien. Le truc, c'est que, et écoutez bien parce que ça c'est vraiment game changer, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. La dopamine et la sérotonine sont sécrétées au même endroit. C'est-à-dire que si il y a de la dopamine qui est sécrétée, on ne peut pas sécréter autant de sérotonine qu'on le voudrait parce que les récepteurs sont bloqués par la dopamine. Et donc, la moindre addiction à la dopamine, comme le monde dans lequel on est, Twitter, TikTok, machin, va bloquer l'accès à la sérotonine, parce qu'on libère la dopamine et donc on bloque la sérotonine, et ça bloque donc l'accès à prendre du plaisir dans le présent. On ne peut pas sécréter dopamine et sérotonine en même temps. Alors, j'apporte quand même une nuance, parce que c'est jamais si noir ou blanc que ça. Évidemment qu'on peut, mais dans les faits, l'un inhibe l'autre.
Donc, si jamais on est en permanence pris dans ce cercle de la dopamine, c'est factuellement néfaste pour notre bonheur. Pour notre bonheur dans l'instant présent. Et c'est fou. Et c'est même à l'inverse aussi. Par exemple, vous ferez le test, après une séance de sport, on a des endorphines. Oh, je me sens bien là, je fais une séance de sport, je me sens... Posez-vous la question à ce moment-là, de est-ce que vous avez envie de faire un achat compulsif, de prendre un trade, de regarder le marché après un moment de sport? Et vous allez voir que non. Parce que vous avez sécrété de la sérotonine qui bloque la dopamine. Donc cette relation est passionnante. Je m'arrête là, parce que je pourrais en parler déjà très longtemps, mais c'est passionnant. C'était le petit point sur la dopamine. J'ai fait une vidéo sur la dopamine d'ailleurs sur ma chaîne principale que vous pouvez regarder. On a fait un ATH de Bitcoin dans le silence le plus total. Bitcoin a tapé son sommet là de 111 000. Rien à battre. Et... attendez, je m'installe. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que il y a trop de peur là sur les marchés. Tout le monde est capable de prédire quand arrivera le bear market, quand les cryptos se retourneront. Tout le monde parlait de bear market en début d'année. La vérité, c'est que personne n'en sait absolument rien, mais que quand tout le monde dit quelque chose, en général, il se passe l'inverse. Bon, on a fait un ATH de Bitcoin dans le silence le plus total parce que beaucoup de gens sont positionnés sur les altcoins et les altcoins n'ont pas spécialement réagi. Et je vois beaucoup de gens qui commencent à s'impatienter. Et c'est normal. Mon avis sur ça, c'est que on n'est plus dans un écosystème avec des taux à 3 à 4%, à 0%, pardon, on est dans un écosystème avec des taux à 3, 4, 5%. Et que donc les actifs à risque ne sont pas du tout... les gens n'ont pas assez de liquidité pour les actifs à risque, en tout cas pas tout le temps. Et surtout pas dans des moments comme ça où on est dans des grosses incertitudes avec les tarifs, etc. Et donc, si on investit sur les altcoins, on est dépendant de la situation macro et économique, on est dépendant de la Fed, on est dépendant de la liquidité, on est dépendant de l'aversion au risque de tout le monde, et donc on n'a pas le choix que d'attendre que les choses se stabilisent, d'attendre que ces fucking tarifs qui nous les brisent se stabilisent, que Jérôme Powell imprime de l'argent, et que les choses avancent. C'est comme ça. Est-ce que je l'avais anticipé de cette façon ? Non. Est-ce que ça remet en question ma thèse sur les altcoins ? Non. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur en ce moment sur le fait que les altcoins ne remonteront jamais, ne reverront jamais des sommets comme on a vu par exemple en fin d'année. Je pense que c'est faux. Parce qu'au final, les altcoins restent liés à Bitcoin, mais pas à Bitcoin qui fait des petits mouvements. Les altcoins sont liés à Bitcoin qui fait un très beau mouvement, et donc on a de la liquidité qui arrive sur le marché de crypto. Je pense qu'on aura encore des très beaux mouvements sur les altcoins. Par contre, ça va se faire sur des petites périodes de temps, avec beaucoup d'incertitudes, et potentiellement ça peut arriver dans 1 mois comme dans 6 mois. Changement d'ère économique. Alors, je vous ai dit, là c'est un podcast où le marché il se passe pas grand chose, donc c'est aussi des analyses de la situation. On a vécu le plus grand changement d'ère de l'histoire de l'humanité, et je n'abuse pas quand je dis ça. On est en plein dans le plus grand changement de l'histoire de l'humanité depuis à peu près 10 ou 15 ans. Pourtant, ce changement, il se fait progressivement et il se fait en silence total. Ce changement, c'est un changement d'ère économique. Depuis des siècles, et jusqu'il y a très 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 peu de temps, on était dans ce qu'on appelle une économie de l'information. Celui qui détenait l'information détenait la valeur et pouvait la monétiser. Mon père, tous les dimanches, il allait acheter le journal. Parce que c'était dans le journal qu'il y avait les infos de tout ce qui se passait. Il lisait le journal comme ça, et c'était que dans le journal qu'on trouvait les informations de la région, de la ville, du pays, etc. Le journal avait une sorte de monopole de l'information, et du coup il le monétisait, et les gens payaient pour l'information du journal. Maintenant, ça vous a pas échappé qu'on a les réseaux, on a Internet, on a l'IA, on peut littéralement avoir accès aux cours du MIT, de Harvard en même temps, avec une IA à côté qui nous permet de traduire ce qui est dit en français et de nous l'expliquer comme si on était un enfant de 8 ans. L'information est diluée et tout le monde a accès à l'information. On est tous connectés à tout ce qui se passe. Donc l'information n'est plus spécialement quelque chose de rare, vu qu'on la trouve partout. Et si quelque chose n'est pas rare en économie, il n'a pas de valeur. Pourquoi les cailloux, pourquoi les feuilles dans les arbres n'ont pas de valeur ?
Parce qu'ils ne sont pas rares. La rareté n'est pas le seul élément qui crée la valeur, mais elle en fait partie. Tout ce qui a de la valeur est forcément rare. Vos amis de valeur sont rares. Ils ont des qualités qui sont rares. La valeur est rare. Et donc, l'information n'est plus rare, et donc si elle n'est plus rare, elle n'a plus de valeur. Donc on ne peut plus être dans une économie de l'information. On a changé d'ère économique. Qu'est-ce qui, selon vous, a de plus en plus de valeur en ce moment? Qu'est-ce qui est de plus en plus rare? Je bois une gorgée de thé pendant que vous réfléchissez. Ce qui est de plus en plus rare, c'est notre attention. Notre attention, c'est littéralement la denrée la plus valorisable de notre siècle. Tout le monde s'arrache l'attention de tout le monde. Les mecs qui font de la musique, ils veulent qu'on écoute leur musique. Les mecs qui font des vidéos, moi, comment je me rémunère via votre attention. J'essaye en tout cas de produire de la qualité qui va être suffisante pour attirer votre attention. L'attention est la denrée la plus valorisable. Pourquoi l'attention a de la valeur concrètement? Parce qu'elle est rare. On n'a que 24 heures dans une journée. Et donc sur Terre, on a un nombre d'attention limité. C'est le nombre d'êtres humains fois 24 heures par jour. Avant, on avait plus d'attention disponible que d'informations. Donc on cherchait l'information et donc on monétisait l'information. Maintenant, on a plus d'informations que d'attention. Et en investissement, je pense que ça va représenter un énorme changement d'air parce que ça fait écho aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est dans un monde de surstimulation où on n'arrive plus à être patient. Et surtout, on a grandi dans un monde, on a grandi dans une culture où celui qui gagnait, c'était celui qui avait l'accès à l'information en premier. Donc il y a un truc qui est profondément ancré en nous, c'est que pour gagner de l'argent, pour investir proprement, il faut suivre absolument tout ce qui se passe. Il faut avoir l'information, il faut connaître, il faut savoir ce que fait MicroStrategy, ce que fait BlackRock, la charte de Bitcoin, etc. Mais c'est faux. Et je fais un rebond du coup avec l'investissement, parce que ça reste le sujet de prédilection. Celui qui va réussir à maîtriser ses émotions, à avoir la capacité de maîtriser aussi son attention, et accepter qu'on est dans un nouveau changement d'air, qui ne demande plus de tout savoir, mais qui demande de faire attention à où on met notre attention, va avoir un avantage absolument colossal sur le reste des gens. On reprend un sujet beaucoup plus investissement. Je vous ai affiché une charte ici qui nous montre deux choses. Globalement, pour ceux qui sont pas sur la vidéo, vous voyez, on voit au-dessus que on a une charte qui, quand elle monte assez haute, historiquement, a toujours été des moments de crise. On voit les crashs, EM Crisis, la crise de 2008, la crise de l'eurozone, et quand on est en dessous, on a ce qu'on appelle les bulles. Cette charte, c'est la charte du ratio dette par liquidité. Historiquement, à chaque fois que le ratio dette par liquidité est à un sommet, il y a ce qu'on appelle une crise de la dette. Parce qu'il n'y a plus assez de liquidité pour soutenir la dette. Et inversement, quand on est dans des schémas où la liquidité est forte dans un environnement de faible dette, on a des bulles spéculatives qui commencent à se créer. Toutes les crises des 30 dernières années ont été des crises de dette-liquidité. Le ratio dette par rapport à la liquidité disponible, est extrêmement important à suivre et va devenir de plus important à suivre au fur et à mesure qu'on avance. Pourquoi? Parce que plus on va avancer, plus la dette va être exponentielle. Et depuis 2008, en fait, les banques centrales ont mis une dose complètement démesurée de liquidité dans les marchés financiers pour venir renflouer la crise des subprimes en 2008, et on a eu la crise du Covid en 2020, donc rebelote. Et donc les périodes de ratio à taux zéro qu'on a vu ces 10 dernières années ont forcément encouragé les institutions à rembourser leurs dettes. Ils ont emprunté du cash à taux zéro et comme par magie, ils ont pu rembourser leurs dettes. Le problème, c'est qu'ils ont quand même emprunté du cash et donc ils vont devoir le rembourser. Et on arrive dans une période où il va y avoir énormément d'échéances, d'obligations qui arrive, le fameux mur de la dette. Je crois qu'en 2025, il va y avoir plus de 9 trillions de dollars d'obligations qui arrivent à terme. Est-ce que les États-Unis vont rembourser? Absolument pas. Est-ce qu'ils vont rouler leur dette? Absolument. Le problème, c'est que la dette est
très fortement lié à la liquidité. Et donc, on va arriver dans une période où la seule façon de soutenir cette dette qui, en 2026, 2027, 2028, va pas s'améliorer, hein. La seule façon de soutenir cette dette, c'est en rajoutant de la liquidité. Pourquoi ? Parce que si la dette est trop haute par rapport à la liquidité, on a des crises, comme on le voit ici. Donc, si on a des énormes dettes qui arrivent, qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Énormément de liquidité. Et si on a énormément de liquidité qui arrive, qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Une dévaluation de la monnaie et des actifs. Ça devient de plus en plus primordial d'avoir deux choses dans son portefeuille. Ces choses, c'est des actifs qui permettent de se protéger dans des périodes d'hyper-impression monétaire comme celle qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les prochaines années. Ces deux choses, c'est quoi ? C'est de l'or et du Bitcoin. Il vous faut absolument, et c'était pas un conseil financier, mais je vous le recommande, de l'or et du Bitcoin dans un portefeuille pour les 10-20 prochaines années. Je m'arrêterai là parce qu'il y a une vidéo qui arrive là-dessus, mais allez creuser parce que c'est très très important. Il nous reste 2 sujets, les amis. Comment on est dans le timing ? Parfait. Alors, le 5 juin, j'ai écrit « La patience, c'est faire autre chose en même temps ». What the fuck ? On discute beaucoup de trucs assez deep avec Paul Crypto Formation, qui est un grand ami avec qui je travaille sur Crypto Recherche. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la promo juste avant, mais Crypto Recherche, c'est le premier groupe d'investissement francophone justement que je gère avec Paul, où je fais des grosses analyses de la liquidité pour essayer d'anticiper où le marché pourrait mettre sa tête dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Donc tout est dans la description, vous avez un petit code promo, faites un tour sur Crypto Recherche, c'est là où je mets le plus d'énergie de ma semaine, et on le fait aussi avec d'autres créateurs Enfin, ce groupe est d'une qualité absolument énorme. Donc voilà, allez quand même tester. Et je disais, avec Paul, on discute beaucoup de trucs assez deep, pas que de crypto, et un coup, dans une vidéo, il a sorti, sur Crypto Recherche justement, il a sorti une phrase qui m'a pas mal marqué, et que je trouve archi puissante. Il a dit « La patience, c'est faire autre chose en même temps ». Là, je me suis dit « Waouh, c'est vrai, putain ». Si on plante une graine pour avoir des fleurs, est-ce qu'on va passer nos journées à regarder le pot et à attendre qu'elle pousse ? Bien sûr que non. On va faire autre chose, on va faire notre vie, et un jour, on va revenir et on va faire « Waouh, putain, elle a poussé ma fleur ». Ou alors « Waouh, elle est morte, j'ai oublié de l'arroser ». Mais ça n'a rien à voir. Et les bonnes choses prennent du temps. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans l'investissement, dans nos relations, dans la vie. Et on est tous d'accord que l'une des meilleures qualités qu'on puisse avoir, c'est la patience. La patience, ça devient, surtout dans le monde de surstimulation comme celui dans lequel on est, l'une des denrées les plus importantes. Celui qui arrivera à être patient, à laisser les bonnes choses se faire sans être pressé, va gagner. Mais dans ce type de monde, on n'est pas du tout incité à être patient, et donc, et je suis le premier à dire ça, hein, je m'énerve quand mon colis Amazon arrive en 3 jours, c'est fou quand même comme monde, mais bon bref, mais soit on subit la patience, donc soit on essaie d'être faussement patient, mais en fait on passe notre vie à toujours regarder si on a maigri, regarder notre portefeuille, regarder la plante pousser, soit on subit cette patience, soit on utilise cette notion hyper puissante, qui nous permet en fait d'avoir l'une des qualités les plus importantes de l'être humain de manière très simple. La patience, c'est faire autre chose en même temps. Donc, on accepte que les bonnes choses prennent du temps, on accepte que c'est pas en y pensant ou en le regardant tout le temps que ça va changer quoi que ce soit, et on sélectionne des domaines. Moi j'ai mis les 4 domaines dans lesquels on veut progresser. Par exemple, le business, ma chaîne YouTube, etc., l'investissement, le sport, les relations. Ça c'est pour moi, par exemple. Et on sélectionne les 4 domaines, on accepte que ça sert à rien d'y penser tout le temps, et on fait une sorte de roulement. Parce que la patience, c'est faire autre chose en même temps. Donc, quand j'ai fait ce qu'il fallait pour mon business, je vais faire autre chose dans un autre domaine, je vais faire du sport. Quand j'ai fait du sport, au lieu de passer mon temps à penser à tout ce que j'ai fait aujourd'hui, à regarder Strava là, comme un con, pour voir ce que les autres ont fait, je me concentre sur mon investissement. Sur mes investissements. Ensuite, une fois que c'est fait, je passe pas ma vie à regarder les marchés, je me travaille mes relations. Et je crée une sorte de roue bienveillante, la roue de la patience,
qui me permet d'arroser toutes mes fleurs, une par une, sans passer ma vie à les regarder pousser, et qui me permet d'être patient sans avoir à cultiver ce seum de la patience, cette frustration qui fait que les bonnes choses prennent du temps, et forcément des fois ça peut être un peu frustrant. La patience, c'est faire autre chose en même temps, j'ai trouvé ça très 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 puissant, donc je vous le partage aujourd'hui. On finit, quelle heure il est? Putain, Yannick Sinner a commencé à jouer, il faut que je me dépêche les mecs. Non, je rigole. On finit par dernière notion, le flow et la loi d'attraction. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation où quand vous voulez vraiment un truc, vous n'allez pas l'avoir? Ça peut être avec, je sais pas, un investissement, avec une fille ou avec quelqu'un qu'on apprécie, un examen, peu importe, quand on veut vraiment quelque chose, des fois on n'arrive pas à s'en approcher. Mais quand on lâche prise, quand on est moins dans le besoin, quand on est moins dans l'attachement, dans la crispation, ça arrive beaucoup plus facilement. Vous l'avez déjà expérimenté ça? Je pense que oui. Ça m'est déjà arrivé par exemple dans le sport ou au tennis. Pourquoi des fois à l'entraînement, waouh, putain, je suis fluide, je suis relâché. Et en match, je suis crispé parce que je suis plus concentré, parce que je veux gagner, alors qu'à l'entraînement, je veux pas gagner. C'est paradoxal, mais pourtant je joue moins bien. De manière spirituelle, on peut appeler ça la loi de l'attraction. Ça m'est déjà arrivé par exemple dans le travail ou dans le sport, ou dans les moments où je suis le plus détaché, j'ai les meilleurs résultats, et inversement. Et je trouve ça absolument fascinant. Déjà, de manière très physiologique, comment ça se passe? Parce que la loi de l'attraction, côté spirituel, j'ai un cerveau un peu plus scientifique, j'ai du mal à le conscientiser, tu vois, ce niveau et les énergies qui s'attirent. Mais je pense qu'il y a quand même un truc, mais bref. De manière physiologique, dans le cerveau, comment ça se passe? En fait, quand on veut trop fortement quelque chose, notre cerveau, il va créer plein de pensées autour de ce désir. Et on va suranalyser, on va anticiper, ça va créer de la pression, de l'anxiété. Et surtout, ça va activer ce qu'on appelle notre système nerveux sympathique. Quand on va être trop dans la conscientisation, on va être beaucoup moins créatif, on aura beaucoup moins de flow, on sera moins réceptif. Et paradoxalement, c'est quand on lâche prise qu'on a les meilleures idées. Que ça soit sous la douche, quand on marche, quand on fait de la course, quand on est en vacances, vous avez déjà eu ce moment où, waouh, là, pourquoi il y a une idée qui a pop dans ma tête alors que j'y pensais pas? C'est parce qu'on était plus dans cet état d'ouverture que dans une sorte de tension, une sorte de contrôle. Ça m'est déjà arrivé personnellement, par exemple, où les podcasts, je le fais parce que ça me fait kiffer. Que les gens aiment pas les podcasts, je m'en fous, moi ça me fait kiffer, je sais qu'il y a une base qui kiffe, j'ai pas envie de l'amener à 550 000 vues, j'ai pas envie de me forcer à parler que d'investissement, je fais ce que je veux. Et si vous voulez regarder, vous regardez, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas de souci. Par contre, les vidéos, j'ai un peu plus ce truc de il faut que ça marche. Parce que c'est le cœur de mon business. Et j'ai déjà remarqué que par exemple dans les podcasts j'étais beaucoup plus relâché, je parlais normalement, vous voyez que les podcasts c'est un one shot, j'arrive à parler pendant une demi-heure, je trouve que ça se passe pas trop mal, j'ai un flow, un état de pensée qui est pas mal. Par contre dans les vidéos des fois, je sens que je suis crispé, ça vient pas tout seul. Et dans le podcast où j'y accorde moins d'importance entre guillemets, je me trouve meilleur orateur. Et c'est parce que je suis plus dans cet état d'ouverture que dans la tension, dans le contrôle permanent. Le flow, c'est un état mental optimal où on est happé dans ce qu'on fait. Vous l'avez déjà eu cet état de flow où quand tu te mets à travailler, waouh, tu penses plus à rien, et là t'es fou, t'as l'impression de coder Facebook. Est-ce que vous savez pourquoi on est dans un état de flow? On est dans un état de flow parce que l'action prime sur le résultat. C'est l'énorme différence. On est dans un état de flow quand l'action qu'on fait prime sur le résultat. Je suis dans un état de flow parce que j'aime faire le podcast et que je n'ai pas comme objectif de faire le meilleur podcast possible. J'ai juste envie de discuter, je passe un bon moment. Par contre, quand je veux faire la meilleure vidéo possible, je ne peux pas être dans un état de flow parce que l'état de flow, c'est un état dans lequel l'action prime sur le résultat. Sauf que pour être le plus performant possible, il faut être dans le flow, parce que c'est là qu'on optimise notre charge mentale, notre cerveau, etc. Et donc, pour être dans un état de flow, il faut se concentrer sur l'action. Donc, on ne peut pas être performant si on se concentre trop sur le résultat. C'est juste impossible. Pour être performant,
Il faut se concentrer sur l'action et uniquement sur l'action. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Par exemple, à chaque fois que je fais des petits sujets comme ça, c'est des fois des sujets qui s'appliquent un peu partout, dans le sport, sur la vie, on peut aussi le relier à l'investissement. Dans l'investissement, soit je me concentre sur le résultat, j'espère un x10, soit je me concentre sur, à l'instant T, faire les meilleures actions possibles. Pour être le plus optimal, demandez-vous quelle est la meilleure façon. Est-ce que c'est de se concentrer sur un résultat, j'aimerais faire un x10, ou est-ce que c'est faire la meilleure action possible? Bah évidemment, c'est la deuxième. Et même dans la vie, et même sur une plus longue période de temps, je trouve c'est ça qui marche. C'est fou. Par exemple, j'ai vu un reportage sur Alcaraz. Ouais, en ce moment, on parle tennis, c'est Roland Garros. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, le documentaire Netflix sur Alcaraz qui est fou. Et à un moment, on voit Alcaraz, pour ceux qui connaissent pas, qui est un jeune tennisman exceptionnel, qui est numéro 1 mondial, qui a 21 ans, qui est super fort. On voit Alcaraz qui discute avec Federer, qui rencontre Federer, et il lui pose une question, il lui dit « Mais comment t'as fait pour passer 15 ans au top niveau sans te lasser? Parce que t'as eu les bons résultats. Comment t'es resté motivé ?» Et Federer, qui est le plus grand tennisman de tous les temps, il lui a répondu qu'il devait juste apprécier le voyage et pas les résultats. Apprécier le voyage, c'est se concentrer sur l'action. Et uniquement l'action, pas sur les résultats. Parce que les résultats n'ont pas de sens. Avoir un résultat, la satisfaction elle dure 2 secondes. Viser un résultat, ça ne veut rien dire. Et en plus, on est plus performant quand on se concentre sur l'action, parce qu'on est dans un état de flow. Et donc cette loi de l'attraction, c'est le fait que quand on lâche prise, on est aussi beaucoup moins dans le besoin, dans l'envie d'être approuvé. Et en psychologie, on dit que l'attachement crée du besoin. Et le besoin crée du rejet. Donc en fait, quand on veut trop quelque chose, on émane, sans le savoir, une sorte de manque, une sorte de pression, une sorte d'attente qui pèse sur les gens. Et d'un point de vue énergétique, ça repousse les choses. Et un dernier truc extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle la loi de l'inversion. Le désir est une contraction de la réalité. Ça, c'est une citation. Le désir est une contraction de la réalité. Plus on désire quelque chose, plus on fait l'hypothèse que ce résultat n'existe pas encore. Donc on affirme en fait son absence quand on veut quelque chose. Je veux réussir, ça veut dire actuellement je ne réussis pas. Donc on crée une sorte d'affirmation, une sorte de manque qui va créer du stress et qui fait qu'on se concentre trop sur le résultat et ça crée une sorte de besoin et donc ça rejette les autres. C'est pour ça qu'on a cette notion de loi de l'attraction. Bon, c'est peut-être un peu deep pour une reprise de podcast, vous inquiétez pas. Voilà, c'est des sujets que j'apprécie énormément, donc j'en parle aussi beaucoup. C'est l'objectif, c'est de tourner autour de tous les sujets. Mais ça, je trouve ça fou, cette notion de plus on se détache de quelque chose, plus on arrive à l'avoir. Je prends un exemple, est-ce que vous connaissez Jakob Ingebrigtsen? Je sais pas si je le prononce bien, c'est un coureur de demi-fond norvégien, pardon. Norvégien ou suédois? Norvégien. Et il est monstrueux. Il fait du 5000 mètres et il fait du 1500 mètres. Il a genre 22 piges, il est trop fort, il était médaillé d'or olympique, trop fort. Et lui, il court dans 2 disciplines. Sa discipline reine, c'est le 1500 mètres. D'accord? Sur piste, en athlétisme. Il est monstrueux. À l'entraînement, c'est là où il est le plus fort, il est trop fort là-dessus. Il a une deuxième discipline. Bon, il le fait énormément aussi, mais il est moins fort qu'en 1500 mètres dessus, c'est le 5000 mètres. Il fait le 1500 mètres discipline numéro 1, 5000 mètres discipline numéro 2. Et Jakob Ingebrigtsen, il est champion du monde, champion olympique en 5000 mètres. Il n'est ni champion du monde, ni champion olympique en 1500 mètres. Est-ce que c'est parce qu'il est peut-être plus relâché en 5000 mètres et donc il s'active des trucs dans son corps qui font qu'il va réussir à optimiser, à être plus performant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce truc comme quoi plus on est relâché par rapport à quelque chose, plus ça a l'air de fonctionner et de marcher. Je vous laisse sur ça, pas mal de trucs à réfléchir. Le prochain podcast sera beaucoup plus orienté investissement. J'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment. Donnez-moi votre pronostic pour Roland Garros. Promenez-vous, amusez-vous. Quand il se passera sur les marchés, c'est aussi le bon moment pour se ressourcer. Il y a d'autres choses que les marchés, allons toucher. Des arbres, allons caresser de l'herbe et on se revoit la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, à bientôt.